Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'arrive, je fais juste quelques ajustements. Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Alors je ne sais pas si vous me connaissez ou pas, je vais faire une petite présentation. Je suis docteur en pharmacie. Et je m'appelle Noura, et je suis docteur en pharmacie, et j'ai créé une plateforme innovante d'information et de conseils santé. Alaykoum salam, ça va Amine? Donc sur cette plateforme innovante d'information et de conseils santé, vous retrouvez une chaîne YouTube. Donc c'est la chaîne YouTube Pharma Quiz où je poste des vidéos sur les médicaments, les maladies, les compléments alimentaires. Ça va, merci beaucoup. Les plantes médicinales. Voilà, vous avez plus de 500 vidéos sur la chaîne YouTube qui sont en accès totalement libre. Ensuite, j'ai créé aussi une application qui s'appelle Pharma Quiz, donc avec le même logo. Et sur cette application, vous pouvez tester vos connaissances en matière de santé en jouant à des quiz de différents niveaux. Et puis, comme ça vous permet d'apprendre de manière très très ludique des informations qui peuvent être utiles à votre quotidien. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement via l'application. Et j'ai aussi écrit des livres sur les maladies les plus courantes comme le diabète, l'hypertension artérielle, pour mieux comprendre ces maladies, les traitements, comment les éviter, comment éviter les effets secondaires des traitements. Voilà, ce sont des livres qui sont vraiment très 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 faciles à lire, qui sont disponibles. Bon, par exemple, ça c'est sur l'hypertension artérielle. Et ce livre-là, je retrouve mon truc. Et j'ai aussi celui-ci. Celui-ci qui est sur le diabète de type 1 et de type 2. Alors, bonjour, pouvez-vous parler de l'hormonothérapie? Dans quel cas l'hormonothérapie? Oui, bonjour, je peux, mais l'hormonothérapie, si je comprends bien, c'est la thérapie par les hormones. Mais lesquelles? Dans quelle situation? Parce que des hormones, on en prescrit dans différentes maladies. Oui, hormonales, oui. Mais quelle hormone? Parce que, comme je l'ai dit, en fait, les hormones, elles peuvent être prescrites dans différentes maladies. Et voilà, donc tout dépend de quoi s'agit-il. En fait, je vais faire... non, c'est le blocage d'hormones. Bonjour, pas de problème. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, ok? Ça marche. Donc, ça, je fais juste la présentation et je vous explique par rapport à la question que vous m'avez posée. Donc, ces bouquins-là, vous les retrouvez sur pharmaquiz.fr. Donc, comme c'est écrit ici, rubrique livres et e-book. Il y a aussi des formations, des e-books, et très, très, très accessible. Vraiment, je vous dis, ça coûte que dalle. Enfin, en e-book, ils sont à 2,50, en papier, ils sont à 3,50, donc ils sont vraiment très, très peu chers. Et vous avez vraiment l'essentiel et vous comprenez vraiment ces pathologies-là, comment les éviter et en quoi consistent les traitements. Donc ça, c'est pour les livres. Vous les retrouvez aussi sur Amazon. Donc vous pouvez taper diabète de type 1 et de type 2, Pharma Quiz. Vous allez tout de suite les retrouver sur Google et sur Amazon. Alors, donc ça, c'est pour la petite présentation. Alors, cancer du sein pour bloquer les hormones. Ok, parfait. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
les hormones peuvent être prescrites dans différents troubles métaboliques, dans différents troubles hormonaux. Donc, quand on parle d'hormones, c'est vraiment un terme très, 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 très vaste, très général, parce que des hormones, il y en a partout dans le corps, et chaque hormone a une fonction particulière. Donc, déjà, c'est quoi une hormone? C'est un messager chimique qui est transporté à travers le sang. Voilà. Donc, au niveau du cerveau, vous avez des sécrétions hormonales qui vont entraîner le déclenchement d'autres hormones au niveau d'autres organes de notre organisme, pour être très très simple. Effectivement, quelquefois, il se peut qu'il y ait des troubles hormonaux. Par exemple, dans le diabète, il y a un trouble hormonal lié à la sécrétion d'insuline par le pancréas. Dans l'hypothyroïdie, il y a un trouble hormonal. Pourquoi? Parce que la thyroïde ne sécrète pas assez d'hormones thyroïdiennes. Ou au contraire, dans l'hyperthyroïdie, il y a également un trouble hormonal parce que la thyroïde sécrète trop d'hormones thyroïdiennes. Donc vous voyez, le panel des hormones, de l'hormonothérapie est vraiment très 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 vaste. Et les médecins qui sont spécialistes des hormones sont les endocrinologues. Donc si jamais vous avez un trouble hormonal, il faut voir un endocrinologue. Donc ça, c'est pour l'introduction, pour vous expliquer un petit peu les hormones. Dans certaines pathologies, comme par exemple le cancer du sein, effectivement, on peut bloquer les hormones pour éviter au cancer de se développer. En gros, c'est comme ça que ça se passe et il faut suivre les traitements tout simplement parce que, en fait, dans ce type de cancer, il y a des facteurs de risque et par exemple, certaines pilules peuvent favoriser l'apparition de ce type de cancer. Donc, il faut vraiment faire très très attention et moi, ce que je vous conseille, le seul avis que je peux donner, c'est suivre les conseils de votre médecin parce que si votre médecin, il vous prescrit ou au contraire, il vous bloque la sécrétion d'hormones, c'est pour le bien de votre organisme, tout simplement, parce qu'il fait ça avec vos prises de sang et ce que vous avez déjà au niveau biologique dans votre corps. Donc voilà, ce sont les seules choses que je peux dire à ce sujet-là. Après, c'est vraiment au cas par cas, comme je vous ai dit, le panel au niveau des hormones, il est tellement vaste, on a tellement d'hormones dans notre corps, et chaque hormone a une spécification, une destinée pour enclencher certaines réactions. Par rapport au cancer du sein, sachez aussi que j'ai fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à la voir, elle est disponible sur le profil de ce compte, mais aussi sur la chaîne YouTube PharmaQuiz. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez cancer du sein PharmaQuiz et vous allez tout de suite retrouver la vidéo. Et ici, je vous donne vraiment beaucoup plus d'explications, les différents types de cancer du sein, les facteurs de risque, les traitements, etc. Pareil pour la prostate, du coup, si jamais vous voulez plus d'informations sur le cancer de la prostate, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus, disponible sur la chaîne YouTube. Donc vous tapez cancer prostate PharmaQuiz, vous allez tout de suite la retrouver. Alors, j'espère que j'ai répondu à votre question. Je ne sais pas si vous voulez plus de détails par rapport à certaines hormones ou quoi. En tout cas, voilà, les traitements hormonaux, ce sont des traitements qui sont donnés quand il y a un déficit ou quand il y a un surplus. Voilà, donc en fait, on essaye avec des médicaments de trouver le taux normal que doit avoir la personne pour cette hormone au sein de son organisme. C'est aussi simple que ça. Après, il y a aussi tout ce qui est les dérèglements hormonaux, donc comme je vous l'ai dit. Alors, merci beaucoup, car beaucoup d'effets secondaires à gêner au quotidien. Oui, exactement. Par exemple, un exemple très simple, à la ménopause. Donc la ménopause, c'est quoi? C'est lorsque les femmes, en fait, n'ont plus leurs règles, pour être très très simple. Ce qui va se passer à la ménopause, c'est qu'on va avoir une diminution des hormones féminines, sexuelles féminines chez la femme, donc une baisse de l'œstrogène, qui fait que la femme va avoir différents effets secondaires, comme les bouffées de chaleur, comme des fois des sensations de dépression, de nervosité, enfin voilà, grosso modo, un certain nombre de symptômes qui sont pas très agréables au quotidien. Et du coup,
Certains médecins, certains gynécologues vont proposer à la patiente des traitements hormonaux de substitution. Ça s'appelle THS. Ces traitements-là, il faut vraiment faire très attention parce que ils peuvent provoquer également des effets secondaires et notamment favoriser la formation de cellules cancéreuses. Donc il faut vraiment faire très attention tant que vous le pouvez. C'est pour ça que franchement ces traitements-là sont déconseillés. Moi personnellement je les déconseille parce que si vous voulez les symptômes de la ménopause, je sais que c'est pas très agréable, je sais qu'au quotidien c'est très gênant, mais c'est possible de, on va dire, essayer de supporter ces symptômes petit à petit et de prendre l'habitude de les intégrer dans son quotidien en essayant de les limiter au maximum par d'autres solutions. D'autres solutions qui peuvent être soit des plantes médicinales, soit des compléments alimentaires comme par exemple la bêta-alanine. C'est un acide aminé qui permet de limiter un petit peu les bouffées de chaleur et du coup ça permet à la personne, à la femme en fait d'être moins perturbée dans son quotidien. Ou sinon appliquer vraiment des règles hygiéno-diététiques, faire du sport, avoir une bonne alimentation, arrêter le tabac, arrêter l'alcool, donc les trucs vraiment basiques, mais tout ça en fait ça va permettre de soulager la femme des symptômes qu'elle va avoir. Surtout il faut savoir aussi que les symptômes ils sont très marqué au début de la ménopause, mais après quelques temps, ça s'atténue, et ça s'estompe. Donc voilà, ne pas tout de suite se rabattre sur les traitements hormonaux de substitution parce que ils ont leur effet secondaire et c'est pas, franchement, c'est pas conseillé. Voilà, je vais être très claire avec vous, c'est pas conseillé. Par rapport à la ménopause aussi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet. Vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube PharmaQuiz, toujours la même adresse. Je me répète beaucoup, mais voilà, par exemple, ce sont des sujets que j'ai abordés vraiment dans les vidéos et de manière très simple. Les vidéos sont courtes, donc vous pouvez avoir l'essentiel de l'information dans ces vidéos-là. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Il faut aller sur PharmaQuiz, donc YouTube, PharmaQuiz, ménopause. Vous tapez dans la barre de recherche ménopause PharmaQuiz, vous allez tout de suite retrouver la vidéo. Alors, je reviens à vos commentaires. 2 secondes. Oui, la sauge, exactement. Merci beaucoup. Ok. Voilà, c'est exactement ça. Mais à 36 ans, ah oui, d'accord, très dur. Très dur de gérer. C'est-à-dire, c'est exactement ça, la ménopause. L'hormonothérapie, j'ai même pensé à arrêter. En fait, vous êtes ménopausée à 36 ans ou j'ai juste un dérèglement hormonal? Alors, la sauge, oui, très bonne plante. Est-ce que vous l'avez déjà eu? Ok, très intéressant. Bah, avec plaisir. Pareil, la sauge aussi, j'ai fait une vidéo sur la sauge, vous pouvez la voir, n'hésitez pas. Sur la chaîne YouTube PharmaQuiz, toujours pareil, vous tapez sauge PharmaQuiz, vous allez tomber sur la vidéo. Alors là, j'ai pas très bien compris, c'est Samira, par rapport en fait au traitement hormonal que vous avez. Est-ce que c'est parce que vous avez une ménopause à 36 ans ou est-ce que c'est juste un dérèglement hormonal? Donc, parce qu'il faut savoir que l'hormonothérapie, dans des bouffées de chaleur, douleurs articulaires, tout comme la ménopause. Ok. Oui, bah par exemple pour les douleurs articulaires, pareil, il y a d'autres, vous pouvez prendre d'autres choses. Vous pouvez prendre de l'arpagophyton, ce sont des plantes qui en fait qui ont moins d'effets secondaires. Toujours bien évidemment vérifier que vous pouvez prendre ce type de plante parce que dans certaines pathologies ou traitements, ça peut être contre-indiqué. Mais voilà, c'est moins, on va dire, c'est moins agressif que les traitements hormonaux typiques, quoi. Après, sachez également quelque chose, c'est que des fois, il arrive que la personne n'ait plus ses règles pendant un certain temps et que les règles reviennent par la suite. Par exemple, là, je vois 36 ans, c'est vraiment très jeune hein, pour être ménopausée. Après, il y a des ménopauses précoces également, mais généralement, la ménopause, c'est à partir de 50 ans. Et c'est aussi, bonjour, alaykoum salam, et c'est aussi
généralement liées à vos antécédents familiaux. Donc si votre mère elle a été ménopausée aux alentours de 50 ans, vous allez aussi très probablement être ménopausé aux alentours de 50 ans. Par rapport, alors, vu que ça bloque les hormones, on est ménopausé artificiellement, exactement. Ah, vous parlez de la pilule, vous prenez la pilule? Non, c'est vraiment le traitement. Donc en fait, vous avez un traitement qui bloque la libération des hormones, mais je n'ai pas compris en fait l'indication de votre traitement. L'hormonothérapie contre le cancer, oui, effectivement. Effectivement, bah dans ce cas-là, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à voir la vidéo sur la ménopause parce que j'explique vraiment bien par rapport aux bouffées de chaleur, etc. Mais comme je vous l'ai dit, par exemple, l'acide aminé, la bêta-alanine, ça peut être quelque chose de bénéfique. Alors, quand même demander de l'avis de votre médecin parce que voilà, il faut que ça soit compatible avec vos traitements. Mais c'est quelque chose qui permet de limiter les bouffées de chaleur, les douleurs articulaires, l'avocat, l'ananas. Ce sont des aliments voilà, qui sont pas nocifs pour la santé, bien au contraire. Et ça aide aussi à limiter tout ça. Alors, j'ai mis mon oxymètre ce matin. En général, je suis à 95 au réveil. Et parfois, je m'assois. Ça chute. Ah! Non, 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 ça... non, 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 ça c'est impossible. À 33, je vous dis, c'est impossible. L'oxymètre, ce que j'ai remarqué chez beaucoup de personnes, j'ai même des personnes qui m'envoient des screens, des photos avec leur taux d'oxygène qui me disent « Ah, je suis à 70 hein. ». En fait, c'est très, très, très important de bien le positionner. Quand vous prenez la mesure de votre taux d'oxygène avec l'oxymètre, il faut être assis ou couché, mais pas en mode je bouge, ça c'est pas possible. Il faut être assis ou couché. Et l'appareil, il faut vraiment le mettre au bout de votre doigt, le doigt tendu, le bras tendu, d'accord? Et c'est là que vous aurez une mesure qui est correcte. Parce que certaines personnes prennent l'oxymètre, tendent le doigt comme ça, font comme ci, enfin vous voyez, ils font des choses et après l'appareil il peut pas bien détecter. Et c'est pour ça qu'il donne des fausses mesures. Donc c'est très important de bien le positionner au bout du doigt, le bras tendu, tranquille, posé. Et là, on a une mesure qui est bonne. Sachez aussi que si vous avez du vernis à ongles, si vous mettez de l'huile sur les ongles, des trucs comme ça peut aussi fausser les résultats. Parce qu'en fait, l'appareil il envoie un signal et de l'autre côté, il faut qu'il récupère le signal. Si entre l'émetteur du signal et le récepteur, vous avez des choses qui vont parasiter la mesure, bah forcément, ce qui va être indiqué sur l'appareil ne sera pas correct. Donc vraiment, je parle du pouls. Oui, 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 l'oxymètre, c'est ça en fait, c'est le nombre de battements par minute. Donc, le taux d'oxygène, pardon. Le pouls descend à 33 ou le taux d'oxygène. Patrick, vous me parlez du taux d'oxygène ou du pouls? Oui, le pouls. Bah moi, ce que je vous conseille, c'est de bien vérifier que la mesure est correcte. Après 33, c'est très très bas c'est vraiment très très bas. Je ne sais pas si vous prenez des médicaments contre la tension. Alors, pour les personnes qui mettent des commentaires qui ne servent à rien, ici, moi, je parle de santé, il y a une bonne ambiance, on est tranquille. Donc, si vous avez des commentaires bidons, faut quitter le live, vraiment. Ça va pas être utile pour vous. Ça remonte vite, ok. Bah, moi, je pense que, franchement, essayez de prendre plusieurs mesures, comme je vous ai dit. Oui, laissez tomber, vous prenez pas la tête avec des gens. Partez, vous pouvez partir en fait, il n'y a pas de problème. Quittez le live, il n'y a aucun souci. Donc, je reviens au sujet principal. Ce que je vous conseille, c'est de prendre les mesures plusieurs fois.
Si vraiment vous voyez que vous avez des battements qui sont très faibles, ça peut être dû à certains traitements que vous prenez. Je ne sais pas si vous avez des traitements contre l'hypertension artérielle. Par exemple, tout ce qui est les bêta-bloquants, ça peut diminuer la fréquence cardiaque. Donc, il faut voir si vous avez des traitements ou pas. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un carnet et d'écrire aux heures différentes de la journée et, par exemple, sur une semaine, votre pouls et votre tension. Vous prenez vos mesures, comme ça vous avez un petit peu un indicateur et vous allez chez votre cardiologue pour lui montrer si vous voyez que c'est vraiment anormal. Parce que peut-être qu'il y a un problème du coup au niveau du cœur, mais tout ça, il faut le voir avec le cardiologue. Ou peut-être que vos traitements sont la dose de votre traitement est trop élevée par rapport à votre organisme. Du coup, il faudra ajuster les traitements. Donc, il faut voir ça. Mais effectivement, 33, c'est très très bas, hein, c'est vraiment bas. On dit quand même que bon, un cœur qui bat lentement est un cœur qui va battre longtemps, mais 33, c'est pas une bonne mesure, quoi. Il faut voir ça. Ok. Donc, donc par rapport aux hormones, par rapport à l'hormonothérapie, pardon, j'espère que vous avez vos réponses. L'oxymètre aussi. Cool, merci, avec plaisir, pas de problème. Donc oui, comme je vous l'ai dit, comme je connais pas vos traitements, enfin je sais pas ce que vous avez comme traitement ou pas, mais effectivement, il faut en parler avec le cardiologue si jamais vous avez des traitements pour l'hypertension artérielle. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du cholestérol. Voilà, c'était le sujet du live, parce que c'est la dernière vidéo que j'ai mise sur TikTok. Et je vais vous faire un petit rappel au fait sur le cholestérol, des différents types de cholestérol et pourquoi c'est important de contrôler son taux de cholestérol. Il faut savoir que le cholestérol, il a plusieurs fonctions au sein de notre organisme. Ils permettent du coup justement la production de certains types d'hormones, comme les hormones stéroïdiennes, tout ce qui est l'œstrogène, la progestérone, la testostérone, voilà. Donc toutes ces hormones-là ont comme base chimique le cholestérol. Et c'est à partir du cholestérol que notre corps va fabriquer ces différents types d'hormones. Le cholestérol, il est aussi au sein de la paroi de nos cellules, c'est-à-dire qu'il intervient dans la formation de la paroi, de la membrane de nos cellules. Donc en fait, si je zoome, nous avons un corps, notre corps est composé d'organes, nos organes sont composés de tissus, et les tissus de nos organes sont composés de cellules. Et... alors attendez... Bonjour. Et je regarde en même temps les commentaires. Et donc les cellules de notre organisme, elles ont une structure qui est bien définie. Elles sont définies par un rond. Donc le rond, si vous voulez, le cercle qui est autour du rond, c'est la membrane de la cellule. Et dans la cellule, il y a le noyau, un autre petit rond qui est le noyau. Et entre le noyau et la membrane cellulaire, vous avez le cytoplasme. C'est on va dire l'espace où se trouvent d'autres structures de la cellule. Donc, pour revenir au cholestérol, le cholestérol, il fait partie de la membrane de nos cellules et il permet aussi la production de différents types d'hormones. Le problème qu'il y a avec le cholestérol, c'est que si jamais... alors, il y a des personnes qui veulent rentrer sur le live, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. On va attendre. Donc, je vais faire... Ah, merci, moi aussi. Merci beaucoup, Sophia. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce qui va se passer avec le cholestérol, c'est que lorsque son taux augmente au sein de notre organisme, il va aller se déposer au niveau de nos viscères, au niveau de nos artères. On va avoir des plaques de cholestérol qui vont se déposer et le système immunitaire va arriver, il va voir des choses anormales dans les artères. Il va dire c'est quoi ces dépôts de cholestérol, il faut les dégrader. Donc, il va venir et tout autour de ces plaques, il va essayer de former de sortes de, on va dire, d'agrégats pour détruire le cholestérol. Le problème qui va se poser, c'est qu'il ne va pas arriver à le détruire.
Et ces agrégats vont former des caillots. Et ces caillots, donc, qui sont appelés plaques d'athérome, vont entraver la bonne circulation du sang. Du coup, le sang ne pourra pas circuler correctement au niveau des artères. Et généralement, ce qui va se passer, c'est que si le sang ne circule pas, eh bien, les organes où il y a ce dépôt de cholestérol l'organe ne peut pas être irrigué correctement. Il va être en manque d'oxygène et cela va provoquer, par exemple au niveau du cœur, un infarctus du myocarde. Tout simplement parce que si les cellules n'ont pas accès à l'oxygène, eh bien elles se détruisent et elles meurent. Et cela provoque la mort d'une partie de l'organe ou de l'organe complètement. Donc vous le comprenez, si c'est au niveau du cœur, si le cœur ne peut pas travailler correctement, eh bien il ne pourra pas envoyer l'oxygène au sein de notre organisme et du coup, c'est la mort de la personne malheureusement. Donc ça, c'est pour être très 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 simple. Alors à 2 secondes, je vais revenir un petit coup ici. Alors 2 secondes, ça fait plaisir de vous voir, merci. Alors j'ai Mariam pour monter en live. Vous parlez OK, oui. Un petit conseil, SVP, je prends 6 comprimés de spiruline et D3 à croquer pour l'immunité. C'est bien, la spiruline c'est très bien. La D3 aussi, la vitamine D3 aussi, c'est bien pour l'immunité. Alors je vais vous dire, et les multivitamines pour les cheveux, en gommise, d'accord. Que pensez-vous pour pas tomber malade aussi? Ok, je vais, pas de problème Sophia, je vais vous répondre. Et pour monter en live, oui, pourquoi pas. Après, je l'ai jamais fait, mais ça marche, pourquoi pas. Donc juste, je finis ce topo sur le cholestérol et je réponds à toutes vos questions. Et puis, si jamais vous pouvez monter, je vais vous faire monter. Donc, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cholestérol, il est pris en charge par différentes substances dans notre organisme. Ces substances s'appellent des lipoprotéines. Dans les lipoprotéines, vous avez 3 grands groupes. Vous avez les LDL, les HDL et les VLDL. Donc, c'est pour low density, un truc comme ça, high density et very low density. Donc, ça, ce sont des nominations anglaises. En gros, pour faire simple, le LDL et le HDL, on va vraiment parler de ces deux groupes-là, sont des lipoprotéines. Donc en fait, ce sont des protéines qui vont aller capter le cholestérol pour l'amener au foie et le détériorer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le HDL va capter le LDL. Le LDL, lui, on va dire qu'il y a une partie qui va être éliminée au niveau du foie, mais il y a une partie qui va s'agglomérer, qui va se déposer au niveau des viscères et du coup au niveau des artères. C'est pour ça que c'est très important de vérifier votre taux de HDL et de LDL. Lorsque vous faites des prises de sang, lorsque le médecin veut contrôler un petit peu les lipides au sein de votre organisme, il va demander un bilan lipidique. Dans ce bilan lipidique, il va demander le taux de votre cholestérol total, le cholestérol HDL, le cholestérol LDL et le rapport entre les deux. Et ce qui est vraiment important, c'est le rapport entre les deux. Plus votre taux de HDL va être élevé, donc ça c'est un bon cholestérol, il faut qu'il soit élevé, moins vous avez des facteurs de risque cardiovasculaire au sein de votre organisme. Au contraire, plus le taux de LDL va être élevé et le taux de HDL va être faible, plus vous cumulez un facteur de risque pour l'apparition de maladies cardiovasculaires au sein de votre organisme. Donc en fait, le rapport entre les deux, c'est ça qui est important. Il faut avoir un HDL élevé et un LDL bas. D'accord? Vraiment, c'est ça qu'il faut avoir au sein de votre prise de sang pour être sûr que ce cholestérol ne va pas se déposer dans vos artères et qu'il ne va pas entraver la bonne circulation du sang. Alors, je ne sais pas si j'ai été claire à ce sujet-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais vous dire un petit peu aussi par rapport à l'alimentation. Donc, pour augmenter votre taux de HDL, il faut consommer des lipides que l'on dit insaturés.
Alors, les lipides insaturés sont tout simplement des acides gras, donc des lipides, qui ont dans leur formule chimique une double liaison. Donc, je sais que c'est un petit peu un petit peu scientifique tout ça, mais au final, c'est très simple. Les molécules sont formées d'atomes. Les atomes sont liés entre eux par des liaisons. Jusqu'à là, on a compris. Ces liaisons entre les atomes peuvent être simples ou doubles. Lorsqu'elles sont doubles, eh bien, on parle de acide gras insaturé. En fait, la double liaison, ça s'appelle une insaturation. Lorsque la liaison est simple entre les atomes, on dit que le lipide est saturé. C'est-à-dire qu'il ne peut plus accepter d'autres atomes. Les liaisons sont simples. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir des acides gras insaturés comme les oméga 3, les oméga 6, les oméga 9 dans son alimentation? Parce que ces acides gras insaturés, ils vont nous protéger contre les radicaux libres, qui sont des molécules oxydantes, et justement contre ces facteurs de risque cardiovasculaires. Je ne sais pas si vous comprenez ou pas. Et en fait, ces acides gras vont favoriser la production de HDL, le cholestérol HDL, et du coup, ça va limiter l'augmentation du taux de cholestérol LDL au sein de notre organisme. C'est aussi simple que ça. Où est-ce qu'on retrouve ces acides gras insaturés? On les retrouve dans les huiles végétales comme l'huile d'olive, comme l'huile de noix, l'huile de sésame, l'huile d'avocat. Donc, dans les aliments aussi, dans les noix, dans les sésames, dans les avocats, dans les poissons gras comme le saumon, le hareng, le maquereau. Donc, tout ça, ce sont des aliments qui sont bénéfiques à notre santé, qui sont des aliments qui sont gras, mais bénéfiques à notre santé, parce qu'ils vont limiter notre risque cardiovasculaire. Au contraire, nous avons les aliments qui vont favoriser la formation de cholestérol LDL. Donc là, il s'agit de la charcuterie, des fromages, tout ce qui est à base de beurre. Enfin voilà, c'est plus on va dire des aliments d'origine animale, la viande rouge. Après, bon, c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation équilibrée et variée, de ne pas faire de restrictions complètes, mais d'essayer d'avoir un équilibre entre l'apport d'oméga 3, d'oméga 6, d'acides gras insaturés et l'apport d'acides gras saturés. L'huile de palme, l'huile de coco, tout ça, ce sont des lipides, même si ces huiles ont une origine végétale, elles contiennent des acides gras saturés. Donc c'est pour ça que c'est pas bon pour la santé. Donc il faut vraiment faire très attention à ce que vous consommez et vraiment privilégier donc tout ce qui va favoriser la formation de cholestérol HDL, à savoir les acides gras insaturés. Là j'ai expliqué tout ça très très rapidement et j'ai essayé d'être la plus simple possible. Mais bien évidemment, j'ai fait des vidéos sur les oméga 3, sur les oméga 6. Sur le cholestérol, vous pouvez la voir sur le profil de ce compte. Et pareil, toutes les autres, vous pouvez les voir sur YouTube. Vous tapez Oméga 3 PharmaQuiz dans YouTube, Oméga 6 PharmaQuiz, cholestérol PharmaQuiz, vous allez retrouver tout ça. Et par rapport aux huiles végétales aussi, pareil, sur l'avocat, sur la noix. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos aussi là-dessus. Vous pouvez les voir en accès libre. Donc ça, c'était un petit peu pour la parenthèse consacrée au cholestérol. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Alors, l'huile de coco est meilleure pour cuisiner. Oui, c'est une huile qui est peut-être bien pour la cuisine. Je sais qu'elle adoucit vraiment les plats gustativement. Cependant, c'est une huile qui est riche en acides gras saturés. Comme je vous ai dit, c'est des acides gras qui ne sont pas top pour la santé. Donc, il faut plutôt privilégier, par exemple, d'autres huiles comme l'huile d'olive, par exemple, qui contient plus d'oméga 3 que l'huile de coco. L'huile de coco, si vous voulez l'utiliser, c'est vraiment de temps en temps, voilà, avec parcimonie. C'est pas quelque chose à consommer tous les jours, quoi. Ok, d'accord, merci beaucoup pour ces renseignements, avec plaisir. Avec plaisir, Mariam. Si je peux, je vous fais monter. Je vais juste remonter ici pour voir les... Alors, vous avez dit tout à l'heure, il y a des gens qui veulent monter. C'est pas compliqué. Ok, bah je vais voir. Que pensez-vous SVP pour tomber? Alors,
Oui, Mariam, il y a pas de problème. C'est vous qui voulez monter? Parce que j'ai pas vu en fait ce qui c'était. Je réponds du coup, non. Il faut qu'ils arrêtent de nous dire n'importe quoi. Oui, exactement. Oui, 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 oui. Pour la spiruline. Alors, la spiruline, c'est vraiment une algue très, enfin, c'est plutôt une cyanobactérie, voilà. Mais par abus de langage, on dit que c'est une algue. Mais en fait, c'est une cyanobactérie. C'est une sorte de bactérie qui est très intéressante parce qu'elle a un taux d'antioxydants qui est vraiment très, très, très élevé. Donc, pour l'immunité, c'est très, très bien. Pour limiter tout ce qui est l'oxydation de nos cellules, c'est aussi très, très bien. Du coup, ça va limiter les maladies liées à la détérioration cellulaire. C'est très bien. Le seul bémol que j'ai à donner avec la spiruline, c'est que il y a plusieurs choses. D'une part, elle est très riche en acide urique. Donc en fait, elle va favoriser l'augmentation du taux d'acide urique. Si vous avez tendance à faire des crises de gouttes, si vous avez un taux d'acide urique qui est déjà bien élevé, eh bien, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour vous. Donc tout dépend de vos antécédents médicaux. Si vous n'avez pas de problème au niveau de l'acide urique, vous pouvez y aller. Ça peut être bénéfique pour votre organisme de faire une cure de spiruline tous les 3 mois, tous les 4 mois, pourquoi pas. Mais après, voilà, il faut faire attention de l'autre côté à l'acide urique, si jamais vous... Parce qu'il y a des gens en fait qui souffrent d'un taux trop élevé d'acide urique et du coup la spiruline, moi je ne la conseille pas pour ces personnes-là. Après, au niveau du fer aussi, ça favorise l'absorption du fer. Donc, si vous avez des pathologies qui entraînent une augmentation du taux de fer dans votre corps, c'est pareil, ce n'est pas trop conseillé. Donc, voilà, il faut voir en fait par rapport à vos propres antécédents médicaux si ça vous convient ou pas. Pareil, j'ai fait une vidéo sur la spiruline, vous pouvez la voir, mais sinon, c'est très très bien. Hein, c'est une algue qui est vraiment très très bénéfique, contient beaucoup de bienfaits et notamment pour l'immunité, oui, ça peut être aussi très très intéressant. Alors, c'est mieux seul ou avec la phycocyanine. Bah voilà, en fait, la phycocyanine, c'est l'antioxydant de la spiruline. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous prenez juste de la phycocyanine, vous aurez juste le principe actif. Alors que si vous prenez la spiruline entière, bah, vous aurez plus d'éléments. Enfin, il y aura la phycocyanine, mais aussi tous les autres éléments de la spiruline. Donc, moi, je pense que si vous n'avez pas de problème, par exemple d'acide urique, ou que vous n'avez pas de contre-indication à prendre de la spiruline, bah, mieux vaut la prendre entière. Vitamine D3. Alors, vitamine D3, ce que je voulais vous dire par rapport à la vitamine D, c'est que c'est très important de suivre son taux au sein de votre organisme. Il faut savoir que la vitamine D a un taux d'absorption qui est différent d'une personne à une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vais prendre une dose de vitamine D. Vous allez prendre la même dose de vitamine D que moi. Cependant, lorsqu'on va faire une prise de sang au bout de 1 mois, au bout de 2 mois, vous allez voir que nous n'allons pas avoir le même taux d'augmentation de vitamine D au sein de notre organisme. Donc, pour être sûr que vous n'avez pas de carence en vitamine D et que ce que vous prenez correspond à votre organisme, que ce n'est pas trop faible ou trop élevé. Trop élevé, généralement, c'est rare, surtout dans les pays qui sont très peu ensoleillés, on est pratiquement tous en carence en vitamine D. Mais ce qui est important, c'est de combler cette carence vraiment de manière efficace. Donc, il faut faire la prise de sang. Vous demandez, la prochaine fois que vous voyez votre médecin, vous lui demandez de mettre sur votre prise de sang le dosage de votre taux de vitamine D. Avec cette prise de sang, vous retournez chez votre médecin et votre médecin il va vous prescrire une dose de vitamine D que vous allez prendre pendant 1 mois. Ensuite, vous allez prendre une autre dose pendant 2 mois, une autre dose le 3e mois et c'est au bout du 4e mois que vous allez faire la prise de sang. Donc, par exemple, il va vous donner une dose pour le 1er mois, une 2e dose le 2e mois, une 3e dose le 3e mois et au 4e mois, on vérifie pour voir si la carence a été comblée ou pas. Prendre de la vitamine D comme ça tous les jours sans savoir exactement ce qu'il en est au sein de votre organisme, pour moi, et pas que pour moi, pour la plupart des praticiens, ce n'est pas vraiment efficace, quoi. Il faut vraiment suivre son taux pour savoir si ce que vous prenez est bon ou pas.
Comme je vous l'ai dit, c'est pas comme la vitamine C où on sait que voilà, bon bah vitamine C, on en prend, on fait une cure de 500 mg par jour et puis on voit, on est immunisé pour l'hiver. La vitamine D, c'est différent. Comme on a des absorptions différentes, il faut vraiment suivre son taux dans notre corps. Alors, je reviens. Tac, tac, tac. Alors, c'est quoi l'acide urique? Alors, l'acide urique, c'est un déchet cellulaire. Donc, pour être très très simple, nos cellules au sein de notre organisme, elles viennent au monde, elles suivent les missions de leur vie, puis elles sont détruites dans notre corps. Cette destruction cellulaire va provoquer des déchets, dont l'acide urique. Donc la première source d'acide urique dans notre corps, c'est le renouvellement cellulaire. La deuxième source d'acide urique, c'est les aliments que nous allons consommer. Certains aliments, et notamment les aliments d'origine animale, comme la viande, les poissons, après la bière aussi, c'est une source d'acide urique. Ces aliments-là vont favoriser le maïs, ce que je peux vous dire d'autre, tout ce qui est donc la viande, le maïs, les poissons, les crevettes, les crustacés. Donc tout ça en fait, ce sont des aliments qui vont favoriser la production d'acide urique au sein de notre organisme. L'acide urique, pourquoi est-ce que c'est un taux qu'il faut surveiller? Parce que généralement, il est éliminé par notre corps avec l'urine. D'accord? Donc l'acide urique, il est éliminé par les reins via l'urine. Mais il arrive que lorsque son taux est trop élevé, il aille se déposer au niveau de nos articulations. Et ce qui arrive, c'est que ce dépôt d'acide urique va provoquer, comme tout à l'heure le dépôt de cholestérol, ce dépôt d'acide urique va provoquer une réaction de notre système immunitaire. Donc le système immunitaire va détecter des cristaux qui sont déposés au niveau de l'articulation. Il va dire c'est pas normal, donc il va venir pour détruire ces cristaux. Cependant, comme notre système immunitaire ne va pas arriver à détruire ces cristaux, il va se provoquer une réaction inflammatoire. Donc l'articulation va devenir rouge, chaude et très 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 douloureuse. Et généralement, ça se passe au niveau de l'orteil du pied. Et c'est ce qui est la crise de goutte. C'est-à-dire en fait que la personne, elle va tellement avoir mal qu'elle ne pourra plus marcher et même déposer son pied par terre. C'est une souffrance véritable. C'est pour ça que l'acide urique, il faut le contrôler parce que l'augmentation de l'acide urique peut entraîner des crises de gouttes et ces crises de gouttes-là vont entraîner de très 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 fortes douleurs au niveau de l'articulation. Et si jamais sur le long terme, du coup, donc ça c'est à un moment donné, si le taux d'acide urique est trop élevé à un moment donné, il peut arriver des crises de gouttes. Et sur le long terme, s'il est trop élevé en permanence, eh bien, ces dépôts de cristaux vont provoquer une déformation des articulations. Donc, c'est pas top non plus. C'est pour ça qu'il faut le contrôler. Et généralement, ça fait partie on va dire des marqueurs, voilà, qui sont demandés lors de la prise de sang. Donc, quand vous demandez à votre médecin de vous faire un check-up complet pour savoir ce qui se passe au sein de votre corps, généralement, il met également le taux d'acide urique pour voir qu'il n'y ait pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà en gros, et si jamais vous voulez plus d'infos, pareil, j'ai fait une vidéo sur l'acide urique, j'ai fait une vidéo sur la crise de goutte. Donc l'acide urique, c'est acide A-C-I-D-E, plus loin U-R-I-Q-U-E. Donc c'est comme ça que ça s'écrit. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez acide urique PharmaQuiz, vous allez tout de suite retrouver la vidéo. Donc voilà pourquoi c'est important de le contrôler. Et certaines personnes, du coup, qui ont un taux trop élevé d'acide urique, on leur prescrit des médicaments comme l'allopurinol. Et l'allopurinol, ce qu'il va faire, il va empêcher la production d'acide urique interne, c'est-à-dire que celle que nous fabriquons au sein de notre organisme par la détérioration de nos cellules et le renouvellement cellulaire. Bon, voilà en gros comment ça se passe. Et pour le cholestérol, voilà, c'est très bien d'avoir posé cette question-là parce que je me rappelle que je voulais vous dire quelque chose à propos du cholestérol et des traitements du coup qui permettent de limiter l'excès de cholestérol. Il s'agit des médicaments qui se terminent par statine. Pravastatine, atorvastatine, rosuvastatine. Donc ces médicaments-là
sont donnés. Donc, c'est le Taor, le Crestor, comment il s'appelle l'autre? Taor, Crestor, Pravastatine, bon, vous avez compris. Donc, ces médicaments-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont empêcher la production de notre cholestérol endogène, c'est-à-dire au sein de notre organisme. Parce que, pareil, le cholestérol, nous avons deux sources de cholestérol. Le cholestérol que produit notre corps, tout simplement, et le cholestérol que nous apportons via notre alimentation. Et les médicaments qui sont donnés pour limiter l'excès de cholestérol sont des médicaments qui vont empêcher la formation de cholestérol au sein de notre corps. C'est-à-dire que ces médicaments-là vont empêcher la production interne de cholestérol. C'est pour ça que c'est très important d'avoir une alimentation qui est équilibrée et variée et surtout limitée en acides gras saturés lorsque vous souffrez d'une hypercholestérolémie, c'est-à-dire une augmentation trop importante de votre cholestérol, parce que les traitements, ils vont pas jouer sur l'alimentation, ils vont juste jouer sur le cholestérol que nous produisons nous-mêmes. Et du coup, si jamais vous consommez trop d'aliments gras, eh bien, ces traitements-là ne pourront pas être aussi efficaces que si vous avez une bonne alimentation. Parce que je dis ça parce que certaines personnes, sous prétexte qu'elles prennent des médicaments, elles se disent, bon, c'est bon, je suis protégée, je peux manger tout ce que je veux, de toute façon, j'ai un traitement pour mon cholestérol, c'est pas la peine que je fasse attention à mon alimentation. Et du coup, elles se gavent de pizza, de fromage, de charcuterie, alors qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, de pâtisserie, alors qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va juste diminuer l'efficacité du traitement. C'est pas parce que vous avez un traitement pour quelque chose qu'il faut de l'autre côté détourner votre hygiène de vie à 360 quoi. Il faut vraiment à 180 degrés pardon. Il faut vraiment continuer à avoir la bonne hygiène de vie, prendre les traitements et c'est ça qui va permettre d'optimiser l'efficacité des traitements et de limiter l'apparition des facteurs de risque pour éviter du coup les complications que peut provoquer la maladie que vous avez. Alors voilà pour cette petite aparté. Alors l'acide urique, j'ai répondu. Je pense que vous avez compris. Si jamais vous voulez plus d'infos, comme je vous l'ai dit, vous allez sur YouTube, vous tapez acide urique et vous aurez toutes les infos. Pareil, spiruline aussi, j'ai fait une vidéo dessus. Sur TikTok, sur YouTube, vous pouvez la voir, elle est en accès libre. Alors, vitamine D3, d'accord. Moi, je prends la spiruline seule, très bien. Sans phycocyanine, en fait, la phycocyanine, elle est dans la spiruline. Ensuite, collagène marin est-il bon pour la santé? Oui. Je me répète, mais j'ai fait aussi une vidéo sur le collagène. Vous pouvez la voir, j'en ai fait même deux. Dans la première, je vous explique un petit peu à quoi sert le collagène, les différents types de collagène au sein de notre organisme. Et dans la deuxième vidéo, je vous explique les différents types de collagène. Oui, donc le collagène marin, c'est un collagène qui peut être bénéfique, peut être efficace. Après, vous avez aussi le collagène qui est extrait à partir de la coquille d'œuf de poule. Celui-là aussi, il est très bien parce que en plus d'avoir du collagène, vous avez également d'autres principes actifs qui se trouvent dans cette coquille et qui permettent d'optimiser l'efficacité du collagène. Donc ce sont d'autres acides aminés tout simplement qui vont permettre de produire des protéines et d'avoir une meilleure santé au niveau des articulations, de la peau. Ça va permettre de cicatriser, donc c'est assez bien. Donc ça s'appelle Ovoderm, c'est le principe actif, ça s'appelle Ovoderm. Et voilà, pour retrouver toutes les infos sur la vidéo consacrée à ce sujet, vous tapez dans YouTube collagène PharmaQuiz et vous allez tomber sur les deux vidéos. Mais en gros, c'est ça. Alors, moi je suis facile. Moi je suis... Alors, attendez. Moi je suis faible à la prise de sang, vitamine D3. Je prends les ampoules tous les 2 mois. Je prends les ampoules tous 2 mois plus. J'ai pas très bien compris, mais voilà, donc vous voyez, si vous êtes carencé, c'est ça, il faut prendre les ampoules. Donc le premier mois, le deuxième mois, le troisième mois, généralement le quatrième mois, il y a une prise de sang. Donc ça, c'est pour la première, on va dire, la première lancée. Et après, le médecin, il va prescrire pour 2 mois et il vérifie le troisième mois. Donc c'est bien. Oui, et les ampoules, moi, c'est ce que je conseille également parce que
Je pense que c'est plus efficace, quoi. Pourquoi arrêter le cholestérol alors que nous produisons nous-mêmes? Si c'est naturel, bah, tout simplement pour limiter l'excès de cholestérol. Parce qu'en fait, lorsque les personnes sont en excès de cholestérol, comme l'alimentation, on ne peut pas la contrôler. En fait, je vais vous expliquer. Généralement, ce qui se passe, quand une personne elle a un taux de cholestérol trop élevé, le médecin il va lui donner 3 mois. Il va dire à cette personne, pendant 3 mois, moi je ne vous prescris pas de médicaments, mais pendant 3 mois, le défi que je vous donne, c'est de contrôler votre alimentation, de faire du sport, de limiter tout ce qui est les aliments trop gras, trop sucrés. Et au bout de 3 mois, on fait une nouvelle prise de sang et on voit ce qu'il en est. Si vous avez réussi par votre hygiène de vie à diminuer votre taux de cholestérol, génial, on continue. Mais si jamais vous n'avez pas réussi à diminuer votre taux de cholestérol malgré les règles que vous avez mises en place ou pas, là, il va falloir prendre des traitements. Et le seul traitement qu'on a pour diminuer le taux de cholestérol, ce sont ces traitements-là à base de statine, parce que l'alimentation, on ne peut pas la contrôler. Le médecin, il ne peut pas être derrière le patient tous les jours pour voir ce qu'il mange, ce qu'il ne mange pas, qu'est-ce qu'il fait comme activité physique ou pas. Donc, il ne peut pas contrôler l'hygiène de vie du patient. Le seul truc qu'il peut contrôler par ce traitement-là médicamenteux, c'est la production de cholestérol au sein de l'organisme du patient. Parce que du cholestérol, le patient, il va lui en ramener à son organisme. Donc, il va limiter cette production interne. Il ne va pas l'arrêter définitivement, il va la limiter. Et en limitant cette production de cholestérol interne, eh bien, il va tout de suite jouer sur cette hypercholestérolémie. Vous voyez? Comme l'alimentation, il peut pas la contrôler, on va essayer de contrôler quelque chose au sein de l'organisme même de la personne. Et vous avez aussi noté un point important, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces traitements-là peuvent provoquer des tendinites ou des douleurs musculaires. Comme je vous l'ai dit, il faut un taux de cholestérol minimum au sein de l'organisme pour justement les membranes de nos cellules, pour la synthèse hormonale. Donc, si jamais la personne a trop de douleurs musculaires, le médecin il va prescrire un marqueur sur la prise de sang qui s'appelle CPK. Et si ce marqueur-là, eh bien, il voit qu'il n'a pas un taux normal, il va peut-être diminuer la dose du traitement ou arrêter le traitement pendant un certain moment. C'est pour ça que c'est très important de parler avec votre médecin. Et quand vous avez un nouveau traitement qui vous est prescrit, il faut absolument vérifier les effets de ce traitement sur votre organisme. Si au bout d'un certain temps, vous observez des symptômes. Pardon, alors attendez, je vais annuler, voilà. Si au bout d'un certain temps, vous observez des symptômes qui n'étaient pas présents auparavant, eh bien, il faut parler avec votre médecin, lui dire ce qui se passe pour soit diminuer la dose de votre traitement, soit changer de molécule, enfin voilà. Sachez que c'est très 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 important aussi de parler avec votre médecin des symptômes que vous percevez lors de la prise d'un nouveau traitement. Alors, je ne sais pas si vous avez compris, dites-le moi. Alors, je vais remonter. Tac, 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 j'en étais où? Alors, oui, pour la vitamine D, j'ai dit. Salut Steph, ça va? Je l'avais pas vu. Alors, mais comment ça? Mais comment ça? Mais comment on le sait ça? La dose de vitamine D, la prise de sang, tout simplement. C'est vrai que vous faites une prise de sang. Lorsque vous faites une prise de sang, en fait, sur votre ordonnance, il y a écrit dosage du taux de la vitamine D. Dosage vitamine D, enfin, vitamine D. Et là, ce qui va se passer, c'est que en laboratoire, on va doser la dose de vitamine D qu'il y a au sein de votre sang. Et c'est comme ça qu'on pourra savoir si vous êtes carencé ou pas. Alors, le soja aussi. Alors, le soja, c'est par rapport à quoi? Vénus. Le soja aussi, c'est par rapport à quoi?
Ensuite, salam, comment le contrôler? Donc, le taux de vitamine, je pense que vous parlez de que ce soit la vitamine D, que ce soit le cholestérol, LDL, HDL, cholestérol total, ou que ce soit l'acide urique, comme j'ai parlé de ces trois choses-là aujourd'hui, toutes ces choses-là, vous pouvez les contrôler avec votre prise de sang. C'est pour ça que c'est très important de faire un check-up complet. Vous demandez à votre médecin de faire un check-up complet tous les 6 mois. Comme ça, vous savez exactement ce qui se passe au sein de votre organisme. Et dans ce check-up, généralement, vous avez la NFS, la numération formule sanguine. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à vos globules rouges, à vos cellules sanguines. Donc les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, le taux d'hémoglobine. Parce que chacun de ces marqueurs-là, témoigne d'une chose spécifique au sein de votre organisme. Par exemple, si jamais vous avez un taux d'hémoglobine qui est trop faible, eh bien cela veut dire que vous souffrez d'anémie. Donc l'hémoglobine, c'est la protéine qui se trouve dans nos globules rouges et qui permet de transporter l'oxygène à travers le sang. C'est grâce à l'hémoglobine que l'oxygène circule dans notre sang et peut être distribué aux cellules de notre organisme. Si vous avez un taux de globules blancs qui est trop élevé dans votre sang, ce n'est pas normal. Ça veut dire peut-être que vous souffrez d'une infection. Donc ça peut arriver lors d'un rhume, lors d'une allergie. Quand vous êtes malade, généralement, le taux de globules blancs augmente. Donc en fait, les plaquettes, pareil, les plaquettes, si elles sont trop faibles, eh bien cela entraîne un risque d'hémorragie. Si au contraire elles sont trop élevées, cela peut provoquer un risque de thrombose. Ça veut dire en fait que les plaquettes, elles vont s'agglomérer, s'agglutiner au niveau du sang. Et c'est pareil, c'est toujours la même histoire. Ça va entraver la bonne circulation du sang. Le sang ne pourra pas circuler correctement. Et du coup, cela va provoquer une diminution d'oxygénation des cellules qui vont se trouver au niveau du bouchon articulaire. Artériel, pardon, je dis articulaire. Donc voilà, donc ça c'est pour la NFS. Généralement, qu'est-ce qu'il demande d'autre le médecin pour savoir ce qui se passe exactement dans votre corps? Il va demander le dosage de votre THS. Donc c'est l'hormone qui permet de voir le fonctionnement de votre thyroïde. Il va aussi demander le dosage de azat et de alat. Alors, ces deux enzymes se trouvent au niveau du foie. Les enzymes, c'est tout simplement des molécules qui activent des réactions chimiques. Et en fait, le fait de doser ces deux enzymes-là permet de voir si votre foie fonctionne correctement ou pas. Il va demander aussi le dosage de votre créatine. Donc en fait, la créatine, c'est une protéine qui est généralement éliminée par le rein. Et si jamais cette protéine est trop importante dans le sang, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème au niveau des reins. Donc en fait, vous voyez, avec juste des simples marqueurs sanguins que l'on va doser, eh bien, on va pouvoir voir l'état à la fois de nos cellules sanguines, l'état de notre foie, de notre thyroïde, de notre rein, le bilan lipidique également pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau du cholestérol. Il demande aussi généralement le taux d'acide urique, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, le taux de vitamine D. Et après, tout va dépendre des symptômes que vous allez lui présenter. Si vous dites à votre médecin, je me sens fatiguée, j'ai mes cheveux qui tombent, j'ai un petit peu, je suis pâle, etc. Donc peut-être que là, il va aussi prescrire le fer et la ferritine pour voir exactement où est-ce que vous en êtes. La ferritine, c'est la substance en fait qui permet de stocker le fer au sein de notre organisme. Donc, c'est sur cette prise de sang en fait qu'on va avoir tous ces marqueurs et tous ces marqueurs vont nous permettre d'avoir une observation, si vous voulez, des organes et de voir si votre corps fonctionne correctement ou s'il y a des dysfonctionnements. Donc voilà, tout se passe par la prise de sang. C'est pour ça que c'est très important de faire un bilan sanguin tous les 6 mois si vous n'avez pas d'antécédents particuliers, si vous n'avez pas de traitement en particulier. Mais si jamais vous avez des traitements, du coup, suivre en fonction de vos traitements, en fonction de votre maladie, en fonction de vos carences. Voilà, en grosso modo, comment ça se passe. Je dis toujours la même chose. Pareil, j'ai fait une vidéo sur les marqueurs sanguins où je vous explique tout ça un peu plus en détail. Vous allez sur YouTube, vous tapez marqueurs sanguins par ma quiz et vous allez tout de suite retrouver la vidéo. Alors, je vais remonter. Alors, vous êtes dans quelle ville? Moi, je suis dans la région parisienne.
tac, tac. Médicament est pas fait pour ça. Je comprends pas, les médicaments, c'est pas fait pour ça. Pas fait pour quoi, Mariam? Je comprends pas. Pourquoi arrêter le cholestérol que nous produisons? Donc ça, je l'ai expliqué pourquoi. J'espère que c'est clair. Machallah, merci beaucoup. Alors, ça va ma soeur. Parlez-nous du miel aphrodisiaque. Ouh là là. Alors attendez, merci pour la réponse complète, bah, avec plaisir. Du coup, je sais plus où j'en suis. Alors le soja, pourquoi est-il mauvais pour certaines femmes? Tout simplement parce que le soja, il va favoriser la production des hormones féminines comme les oestrogènes. Donc chez les hommes, c'est pas top. Si vous avez ça tous les jours, bah du coup, voilà, c'est pas, ça va plus entraîner un effet d'augmentation des hormones féminines. Et chez les femmes, si il y a des antécédents de troubles hormonaux, de cancer du sein, etc., c'est pas top non plus parce que ça peut favoriser le développement de ces pathologies. Donc voilà pourquoi c'est pas, on va dire, c'est pas bien d'en prendre régulièrement, tous les jours et fréquemment en grande quantité. Vous pouvez en prendre de temps en temps. Vous voyez, le soja, le lait de soja, vous pouvez en prendre une fois de temps en temps. Mais là où ça va être problématique, c'est lorsque vous allez en prendre fréquemment, sur une longue période et à forte dose. Et ça, je peux dire que c'est valable pour pratiquement tous les aliments. Bon, le soja un peu plus parce que voilà, il va provoquer cet effet-là. Mais grosso modo, vraiment, essayez de varier votre alimentation au maximum. Essayez de ne pas manger tous les jours les mêmes choses. Variez votre alimentation. On a tellement de choses dans la nature, il y a tellement de fruits, de légumes, de noix, d'épices. Enfin, l'alimentation, on peut vraiment la varier d'une manière extraordinaire. Il faut juste voilà, trouver les bons combos entre les aliments et essayer d'équilibrer au maximum. Mais forcément, manger les mêmes choses tous les jours à forte dose, voilà, c'est pas forcément recommandé. Et encore plus du coup pour par exemple les aliments comme le soja qui vont favoriser la sécrétion d'hormones féminines. Donc ça peut provoquer, voilà, c'est un facteur de risque de cancer chez la femme si c'est pris trop fréquemment chez des personnes qui ont des antécédents familiaux de cancer. Donc voilà, faut limiter. C'est pour ça. Et chez les hommes, bah, du coup, parce que ça favorise la production d'hormones féminines, d'oestrogènes. Alors, donc le soja, j'ai répondu. Ok, merci pour votre réponse complète avec plaisir. Alors, l'eczéma au-dessus du pied, c'est à cause de quoi? Bah, l'eczéma, ça peut être dû à plusieurs choses. Généralement, c'est des plaques d'allergie ou c'est soit que la peau elle est trop sèche. Donc, il faut essayer d'hydrater votre peau, de voir peut-être même que vous êtes allergique à une certaine matière. Je ne sais pas si vous mettez des chaussettes en nylon, si vos chaussures, vous les mettez sans chaussettes et que vous êtes par exemple allergique à la matière qui se trouve au niveau de vos chaussures, ça peut être dû à ça aussi. Donc faut voir à quoi est-ce que c'est dû, faut analyser, regarder quand est-ce que ça apparaît et du coup limiter les nouvelles choses que vous mettez en place. Ensuite, la NFS ne sert à rien. C'est du basique. Bah si, ça sert. La NFS, ça sert énormément. C'est du basique justement, mais justement, si vous avez un taux de globules blancs qui est trop élevé, bah, c'est qu'il y a un problème dans votre corps, il y a une inflammation quelque part. Si le taux d'hémoglobine est trop faible, c'est forcément qu'il y a une anémie. Et justement, c'est très important de contrôler parce que vous pouvez passer à côté de certaines carences et de certaines pathologies. Donc la NFS, c'est la base, c'est très 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 important. Il y a le stress aussi, effectivement. Merci pour votre bienveillance. Bah, avec plaisir. Je voulais dire, on peut avoir un staphylocoque sans forcément avoir des effets graves, fièvre ou autre. Oui. 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 Après, bon,
Oui, c'est possible. Mais par rapport à la NFS, c'est important. C'est important de contrôler votre taux de globules blancs, le taux de globules rouges, le taux d'hémoglobine. Voilà, si le taux d'hémoglobine est très bas, par exemple dans certaines anémies, bah faut le contrôler quoi, parce que ça peut provoquer de l'autres complications derrière, vous voyez. Mais moi j'ai alors je voulais dire, ok, moi j'ai une plaie ouverte profonde qui ne se ferme pas. Oh là là, donc ça faut prendre. Alors attendez, je revois le chien vendredi. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre de l'ananas. Essayez de faire une cure d'ananas, parce que l'ananas, en fait, il contient de la bétaïne. Et la bétaïne, ça permet de cicatriser. Donc, si vous pouvez prendre de l'ananas, genre tous les jours, vous faites une cure, hein, tout simplement. Vous en prenez tous les jours euh, pendant un mois. Et puis là, vous allez voir, ça fait des miracles. Pour la cicatrisation, l'ananas, c'est ce que je conseille. Et j'ai beaucoup de blanc qui sort. Ouh, de la plaie. Oui, bon, ça c'est sûr, il faut la faire analyser par le chirurgien. Demain, je vois le chirurgien. Très bien, très très bien. Oui, c'est vrai que c'est pas normal. Et ça s'est passé comment, ça? J'ai été opérée le 12, j'envoie le... L'ananas aussi pour les escarres. Oui, ça peut être bien aussi pour les escarres, mais après, les escarres, faut les faire, si j'ai bien compris, hein. Oui, je lis bien. Pour les escarres, faut les faire quand même analyser par le médecin ou une infirmière. Faut pas les laisser comme ça. À la base, était un... Ah, c'était un furoncle. Il devenait... Oh là là. Furoncle qui est devenu un abcès. Bon, je pense que ça va... Le chirurgien il va vérifier demain. Et j'espère que ça va aller. Mais voilà, essayez de prendre de l'ananas pour la cicatrisation, c'est très bien. Effectivement. Alors, mais les parois d'une plaie infectée, c'est comment? Les parois d'une plaie infectée, c'est comment? Bah, ça dépend. Ça peut être inflammé, ça peut être rouge, ça peut être gonflé, ça peut changer de couleur. Enfin, il y a différents marqueurs, quoi. Mm. Bah, avec plaisir. Je croise les doigts pour vous. J'espère que ça va aller et que c'est pas infecté. Et, voilà. De toute façon, si vous avez suivi généralement les soins qu'il faut faire après l'opération, voilà, ça a peu de risque de s'infecter. Après, des fois, ça dépend si le système immunitaire il est affaibli ou quoi. Mais non, j'espère que ça va aller. Les soins du début, oui, bah voilà. Les soins du début, oui. Mais plus depuis plusieurs jours. Ah, pourquoi? Pourquoi vous n'avez pas suivi les soins depuis plusieurs jours? Car trop douloureux, c'est vrai. Même la morphine, ouh là là, ne fait pas... Oui, la plaie est trop douloureuse. Ouh là là, oui, bah faut la montrer. Je comprends. Il va peut-être vous donner des antibiotiques, hein, tout simplement. Il va vérifier votre plaie et il va certainement vous donner des antibiotiques. Donc je peux plus être touchée. Peut-être une intervention. Les antibiotiques ne marchent pas. Oh, bah faut en donner d'autres. Faut en donner d'autres. Je suis déjà sous antibiotiques. Bah, peut-être qu'il va vous les changer. Hein. Là, tout ce que je dis, c'est des suppositions. Hein. Faut pas se... Ouais.
Bah, de toute façon, moi, à ce niveau-là, moi, je peux pas, à part vous dire de prendre de l'ananas, de continuer à faire les soins au niveau de la plaie, je peux pas vous dire d'autre chose. Peut-être qu'il va vous changer d'antibiotiques, vous donner d'autres antibiotiques. Faut qu'il examine la plaie, il va voir demain. Pas de souci, mais bah, avec plaisir. Bon courage. Et j'espère que ça va aller. Je regarde juste là, vite fait. Ok. Alors, l'infectiologue. Bah, l'infectiologue, c'est pour vérifier quelle infection vous avez. Parce qu'en fait, les infections, ça peut être des infections bactériennes, ça peut être des infections fongiques. Donc, les infections fongiques, c'est les champignons. Et en fait, l'infectiologue, il va vérifier, il faut soigner la plaie. Oui, je suis d'accord, il faut soigner la plaie. Donc, en fait, l'infectiologue, il va essayer de détecter le type de bactérie. Déjà, si c'est une bactérie ou un champignon qui a causé l'infection. Et ensuite, quelle est cette bactérie ou quel est ce champignon. Donc, il va faire des prélèvements et il va essayer de voir avec différents examens en laboratoire. Hein. Il va essayer de voir quelle est la bactérie qui vous a infecté pour justement vous donner un antibiotique adapté à la bactérie en question ou pour vous donner un antifongique adapté aux champignons qui vous a infecté. Généralement, ils font des antibiogrammes. En fait, ils vont prendre, avec le prélèvement, ils vont tester différents antibiotiques et ça s'appelle un antibiogramme. Et on voit en fait lequel va être plus efficace contre la bactérie qui a causé l'infection. C'est pour ça que c'est aussi important d'en voir un. Mais je pense que tout ça, il va vous le dire, le chirurgien. Utiliser les produits désinfectants, oui, totalement. Après, les plaies, au niveau des plaies, il faut savoir, il y a différents types de plaies. Il y a des plaies superficielles, des plaies plus profondes. Voilà, toutes les plaies ne sont pas identiques et il faut vraiment apporter les soins adaptés à chaque type de plaie. Par exemple, quand c'est une plaie qui est trop profonde ou qui est infectée, un simple désinfectant au niveau superficiel, ça va pas aider totalement quoi. C'est quoi la différence entre profonde et superficielle? En fait, superficielle, ça va toucher les couches qui sont les plus visibles, on va dire. Donc, c'est les couches qui sont au niveau de la peau. Et ensuite, profonde, c'est lorsque ça rentre, en fait. Ça rentre dans les couches de la peau. Ça peut même atteindre le muscle ou l'articulation. Donc, lorsque ça rentre et que ça atteint le muscle ou l'articulation, bah là, ça va être plus une plaie profonde. Et dans les plaies profondes, si c'est une plaie profonde, généralement, on va faire des points de suture. Mais si c'est une plaie superficielle, ben, il n'y aura pas besoin de point de suture. C'est une plaie qui est juste, on va dire, en superficie, qui est juste devant en fait. C'est pas profond. Voilà en gros. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà. Donc quand vous voyez qu'il n'y a pas, vous êtes, par exemple, il y a une coupure, vous êtes coupé avec, je sais pas, un hachoir, ce qui m'est arrivé récemment. Voilà, c'était une plaie qui était assez profonde. Bah, c'était juste là, voilà. Je m'étais coupée ici avec, là, je sais pas si on le voit. Ici, je m'étais coupée la cicatrice, vous voyez. Je me suis coupée avec une lame de hachoir. Je voulais hacher des noix, tout simplement. Et en lavant le truc, bah, en fait, en lavant la lame, elle est rentrée ici, dans ma main. Et là, ça a commencé à saigner. Moi, je pensais que c'était superficiel. Enfin, en regardant, je me suis dit, à vrai dire, j'ai pas trop regardé non plus. Mais en plus, c'était en plein mois d'août, toutes les pharmacies étaient fermées. Bref, je suis allée au Monoprix et c'est là-bas que j'ai trouvé un ange gardien. En fait, la dame, elle a regardé, elle m'a dit c'est profond, elle m'a désinfecté sur place et je suis partie à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, ils m'ont dit que c'était profond parce que justement, ça avait touché le muscle et du coup, ils ont fait des points de suture. Et là, j'ai une cicatrice. Alors que si ça aurait été superficiel, bah, j'aurais juste eu un pansement normal et ça aurait cicatrisé plus rapidement. Là, il m'a fallu quand même... Pendant une semaine, j'avais les points de suture. 2 à 3 semaines, vraiment, pour cicatriser. Donc, les plaies profondes cicatrisent beaucoup moins rapidement que les plaies superficielles. S'il y a du pus, exactement, la plaie est profonde, on peut pas coudre, il faut soigner d'abord. Alors, il faut un casse-noix. Oui, c'était pas pour casser, c'était pour les réduire en poudre. Donc c'est pour ça qu'il fallait un mixeur.
Un hachoir. Alors, mais l'exudat. Et puis, quelle est la différence? Alors, l'exudat, euh, comment vous dire? L'exudat, c'est plus un liquide qui va être sécrété par la plaie. Le pus, ça a plus une connotation infectieuse. C'est quelque chose qui va être créé par une bactérie. Enfin, comment vous dire? C'est deux stades différents en fait. C'est deux choses différentes. Le pus, c'est vraiment s'il y a un pus, c'est qu'il y a peut-être une infection. Il y a plus de risque d'avoir une infection avec un pus qu'avec un exudat. Voilà. Niveau couleur, alors le pus, il est plus jaunâtre, vert, verdâtre. Voilà, c'est plus comme ça. Honnêtement, moi, ce que je vous conseille à l'heure actuelle, c'est de ne pas vous prendre la tête avec ça, vraiment. Essayez d'idée, de changer vos idées, pardon. Essayez de vous occuper avec d'autres choses. Ça, demain, vous allez voir le chirurgien, il va vous faire un diagnostic, il va vous donner ce qu'il faut, vraiment. Vous inquiétez pas par rapport à ça. Si vous voyez en plus un infectiologue, ben en fait, c'est encore mieux, oui. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est encore mieux parce qu'il va vous donner un antibiotique vraiment adapté. Vous allez avoir des traitements adaptés. Là, si vous commencez à aller dans des trucs comme ça, à faire des recherches sur Internet parce que je connais exactement comment ça se passe, à aller regarder des images, des machins, des comparaisons, ça va juste, à part vous créer de l'angoisse, ça va rien faire d'autre. Donc vraiment, mettez tout ça de côté. Faites confiance à votre... oui, je sais, je connais. Faites confiance à votre médecin, à votre chirurgien. Et là, vraiment, essayez de changez-vous les idées, regardez des films, des séries, allez prendre l'air si vous pouvez, enfin, vraiment, appelez des amis, enfin, écoutez de la musique, enfin, vraiment, faites des choses qui vous plaisent et que vous pouvez faire. Et voilà. J'avais une autre question, oui. Donc, j'ai été opérée, donc, de ça aussi, une hystérectomie. Ok. Oui, bah, oui. J'ai eu deux opérations dans... Ah, d'accord. Deux fois en une semaine. Bah, c'est ça. En fait, je pense que... Ah, j'ai presque plus de batterie. Si c'est boursouflé, ça veut dire quoi? Attendez 2 secondes. Je vais juste mettre à charger parce que sinon, après, je vais pas pouvoir vous répondre. Le fait que ça soit boursouflé, que c'est gonflé, vous voulez dire, c'est normal. Ça, c'est dû à l'opération. Ça va partir. Attendez 2 secondes. Je mets juste à charger parce que j'ai peur de ne pas pouvoir vous répondre. Désolée. Ok. Oui, alors quand vous dites, désolée, je vais le tenir à la main parce que, voilà. Quand vous dites boursoufler, oui, ça c'est dû à l'opération, ça va partir, hein, c'est dû pardon, c'est dû en fait aux effets de l'opération. La jambe c'était bonus, oh là là, c'est pas prévu, lol. Ça veut dire quoi? Boursoufler un main, oui, voilà, c'est très gonflé. C'est normal. Bonjour, bonjour. C'est normal que ça soit boursouflé, j'ai topol, c'est normal. Il n'y a aucun, à ce niveau-là, si c'est gonflé, c'est normal. Vous inquiétez pas, ça va partir. Tout ça, en fait, ce sont des réactions inflammatoires. C'est juste le corps qui réagit par rapport à l'opération. Mais tout ça, ça va s'estomper. Si c'est les gonflements, ça va partir, vous inquiétez pas. Oui. Bah, bon courage, hein, franchement, bon courage à vous. Et ça va aller, vous inquiétez pas. Et comme je vous dis, franchement, essayez de vous changer les idées. Alors, mais l'infection à la jambe peut envoyer des choses à ce niveau-là, merci. Tout dépend en fait. Je pense pas si c'est une infection qui est prise en charge, qui est juste localisée, il n'y a pas de problème, vous voyez. C'est au niveau justement de la prise de sang, on n'a pas de choses qui soient flagrantes, il n'y a pas de problème, ça ne peut pas aller jusque là-bas.
rassurez-vous. Avec plaisir. C'est pour ça que la prise de sang, c'est important. Ça permet de contrôler tout ça. Mais non, vous inquiétez pas, ça va aller. Merci beaucoup. Ah non, mais vous m'embêtez pas, avec plaisir, franchement avec plaisir. Vraiment bon courage à vous et essayez de vous changer les idées, faites confiance à votre chirurgien, à votre infectiologue et ça va très très bien se passer. Et comme je vous ai dit, n'hésitez pas à boire beaucoup d'eau, donc 1,5 litre d'eau. À boire de l'eau, ça va aider justement à limiter les gonflements, à faire partir en fait toutes les choses nocives au sein de votre corps. Et aussi l'ananas. L'ananas qui peut être très bénéfique dans votre cas. N'hésitez pas à en consommer. Donc, vous prenez un ananas, vous le tranchez, vous mettez dans le frigo et tous les jours, vous prenez une portion pendant 3-4 semaines. Vous allez voir, c'est magique. Vraiment. Voilà, bah, étant donné que j'ai plus trop de batterie et que je tiens ça à la main, je sais pas en plus si c'est trop ou pas. Pardon. Si jamais vous avez des questions par rapport au sujet que nous avons abordé, sur la plupart des sujets, j'ai fait des vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. Vous tapez le sujet en question, cholestérol, acide urique, vitamine D, oméga 3. Vous tapez le sujet en question dans la barre de recherche de YouTube. Juste à côté, vous tapez Pharma Quiz et vous allez tomber sur la vidéo. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner aussi. Je publie régulièrement sur TikTok. Et si vous pouvez partager les vidéos, bah, ça me fait plaisir et puis ça m'encourage encore plus à publier. Et voilà, pour l'application aussi, si vous voulez jouer, tester vos connaissances, vous pouvez aussi la télécharger. Et voilà, donc c'est PharmaQuiz, l'application, et toutes les infos seront aussi sur pharmaquiz.fr. Alors juste, je regarde encore ici. Ah, merci beaucoup Mariam, bonne journée, merci pour tous vos renseignements. Je dois prendre, je dois partir, oui, bah moi aussi. Bonne journée à vous. Ouais, à bientôt, Inch'Allah. Oui, merci beaucoup pour votre participation. Merci d'avoir mis des commentaires. Et puis, pareil, je vous dis à très vite. De toute façon, je vais essayer de faire des lives de plus en plus sur TikTok. Alors, ça sera soit entre midi et 2, soit dans la soirée, vers 19h, entre 19h et 21h. Voilà. Ce sont les horaires que je vais mettre en place. Comme ça, vous serez fixé à ce niveau-là aussi. Ben écoutez, je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vous dis à très vite. Et surtout, bah, comme vous le savez, prenez soin de vous, vraiment. C'est le plus important. Santé mentale, santé physique. Plus vous allez prendre soin de vous, plus vous pourrez faire du bien aux autres. Du bien à vous-même déjà, et puis du bien aux autres. Allez, je vous dis à très vite. Bon après-midi.